Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Investir comme elle. Donc, aujourd'hui, je suis avec ma Coco. On se présente? Hello! Hello tout le monde! Hello, hello! Alors oui, tout d'abord, petite présentation pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, moi je suis Corinne, j'ai 43 ans, encore pour quelques jours. Je me rapproche dangereusement des 44. Je suis entrepreneur donc depuis 2017 et je suis également investisseuse en immobilier. Et concrètement, du coup, j'ai choisi d'orienter mes activités entrepreneuriales pour travailler d'où je veux. Donc actuellement, je suis à Montréal pour être libre géographiquement et vivre ma passion des voyages. Très bien. Et toi, bébé? Alors, donc moi, Mélanie, j'ai 31 ans, je suis lyonnaise, je suis également investisseuse dans l'immobilier et entrepreneur comme toi. Et j'ai commencé l'investissement immobilier à 24 ans, je me souviens plus de l'année. Et en fait, pourquoi j'ai fait de l'investissement immobilier? Pour être libre et puis pour surtout entreprendre sereinement. Voilà, et croquer la vie à pleines dents, comme on dit. Yes. Notre objectif, du coup, à travers ces interviews podcasts qu'on a repris il y a peu, c'est de vous inspirer, bien sûr, et de vous ouvrir la voie de l'indépendance financière. Tu viens d'en parler, cher Mémé. Et surtout, de vous pousser à passer à l'action. On répète ça à longueur de journée à nos coachés, mais c'est le passage à l'action, la clé. Tout à fait. Et pour continuer sur un petit instant publicitaire, puisque Investir comme elle est une très belle communauté, mais aussi l'occasion pour vous de vous former en fait et de vous former à l'investissement immobilier, de monter en compétences. Et donc pour ça, on a créé avec Coco plusieurs programmes et aujourd'hui, je vais vous parler du club Investir comme elle, qui vous permet de participer à des masterclass réalisés par des experts de l'investissement immobilier et des coachings de groupe réalisés par nos soins et avec notre équipe de coach pour vous faire monter en compétences dans l'investissement immobilier. Tout ça, c'est sous format club. Ça veut dire que c'est une adhésion soit mensuelle, soit une adhésion annuelle, comme un club de sport, sauf que c'est un club immobilier. Et le tarif, si vous vous posez la question, pour les auditeurs, c'est 67 euros par mois ou 497 euros l'année. Voilà. Yes. Et si vous voulez retrouver toutes ces infos, eh bien, vous allez sur notre site internet www.comels.fr. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre plutôt sur Instagram parce que c'est là où nous sommes le plus présentes au quotidien. Et sans plus tarder, on va accueillir notre invité du jour. Mais avant ça, on a toujours notre petit slogan à vous dire. C'est n'oubliez pas de passer à l'action pour être libre. Libre comme elle! On n'arrivera jamais à le dire en même On temps. n'y arrive pas, il n'y a pas moyen. Et nous voilà en direct avec notre invité spécial. Donc aujourd'hui, nous accueillons Marion Galine. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es là avec nous? Je vous entends bien et je suis là. Merci beaucoup de me recevoir par ici. Salut Marion, bienvenue à toi. Avec Merci. plaisir. Donc, ce qu'on va faire, Marion, c'est peut-être commencer par une question basique qui va nous permettre de mettre le pied à l'étrier pour cette interview. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont ta ou tes activités aujourd'hui? Qui es-tu? Oui. Alors, je suis architecte d'intérieur depuis 2017 dans le secteur de Lyon. Je fais aussi des conceptions sur des espaces géographiques illimités, mais sinon le secteur, c'est Lyon majoritairement. Je suis aussi investisseuse immobilier depuis 2 ans. Et voilà, je suis originaire d'Ardèche et j'ai investi en Ardèche, mais je continue mon activité à Lyon et ma résidence se trouve là-bas. Voilà, et je suis également passionnée de voyage. Ah, cool. Et du coup, donc, toi, tu as commencé ta carrière, donc tes études, j'imagine, dans l'architecture d'intérieur. Ça a été ton point de départ? Ouais, bon, c'est un parcours un petit peu hybride. Je voulais être architecte depuis très longtemps, architecte et pas archi d'intérieur depuis le collège, quelque chose comme ça. Donc j'ai fait mes études en fonction. Après le bac, j'ai essayé de rentrer en école d'archi. Les portes ne se sont pas ouvertes, donc je suis allée en archi d'intérieur pour patienter. À la base, c'était ça le projet, histoire de faire quelque chose qui soit dans le domaine et qui puisse nourrir ensuite mes compétences
en archi. Et j'y suis restée 3 ans. Je suis rentrée en passerelle en école d'archi. Après 3 ans en archi, j'ai monté ma micro-entreprise pour avoir des petits compléments de revenus parce qu'il fallait payer le loyer et la nourriture et que le babysitting que je faisais depuis fort longtemps commençait à me lasser. Et du coup, ça faisait en gros 5 ans et demi que j'étais dans les domaines de l'architecture et de l'architecture d'intérieur. Et j'ai eu l'impression d'avoir ce qu'il fallait dans mes valises pour me lancer toute seule. Donc ma micro-entreprise était déjà créée. À la base, pas du tout pour être une activité principale. Et puis la décision a été prise et la boîte a été lancée à temps complet de cette manière-là. Voilà. Donc, du coup, si je comprends bien, t'es pas allé au bout de la partie architecture, pas d'intérieur, mais l'autre, c'est ça? Non, ouais. J'ai une licence et j'ai un début de master et je suis pas allée au bout parce que, in fine, le fait de faire ces deux cursus différents, ça m'a permis de me rendre compte que ce qui me bottait vraiment, vraiment dans ces deux métiers-là, c'était la rénovation. Et on a un côté en archi d'intérieur qui est lié aux arts appliqués, qui est beaucoup, beaucoup plus créatif que l'architecture, qui est beaucoup plus pragmatique et dans lequel je me retrouvais vachement plus. Donc c'était intéressant parce que du coup, j'ai une approche à deux échelles, mais j'ai vraiment préféré l'approche archi d'intérieur. Donc, je suis restée dans cette branche-là. C'est hyper intéressant parce que, effectivement, alors déjà, souvent, on ne sait pas trop la différence entre architecte, architecte d'intérieur, qu'est-ce que ça demande comme en termes d'études, et puis, comment dire, vers quoi ça débouche derrière concrètement en termes de métier. Et il y a plein de jeunes, je pense, qui se posent la question en me disant, je sais pas trop, j'hésite. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir cette vision comme tu as pu voir les deux, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est des métiers qui sont complètement différents, avec des droits qui sont pas les mêmes, un encadrement qui est pas le même. Mais même si on peut faire de la rénovation en archi et en archi d'intérieur, c'est pas du tout les mêmes échelles de projet. C'est pas les mêmes interlocuteurs, bien souvent. En archi, on va vite être sur des programmes un petit peu plus gros, même si on peut faire du résidentiel. Et moi, ce qui me plaisait beaucoup, c'était le contact en direct avec le client aussi, et de vraiment avoir quelqu'un qui est en mesure de te fournir un cahier des charges précis et pas toute une équipe avec plein d'intermédiaires et finalement tu perds la clientèle cible parce que tu la vois jamais. Donc ça me plaisait vraiment beaucoup cet aspect-là. Et j'avais pas C'est du tout une, envie de faire de construction. Je voulais c'est vraiment une faire du bâtiment. très bonne transition. Du coup, ta cible, c'est plutôt du particulier, plutôt de l'investisseur, plutôt du pro, un peu de tout. Alors clairement, c'est les particuliers. J'ai déjà travaillé un petit peu avec des investisseurs, avec un investisseur dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est la seule expérience que j'ai eue qui était très bonne, ceci dit, hein, mais j'ai vraiment ma clientèle cible, c'est du particulier pour des résidences majoritairement principales. Après, il n'y a pas de tranche d'âge spécifique. Souvent, c'est des couples avec ou sans enfants. Et c'est pas forcément des premières acquisitions. Ça peut être vraiment des trentenaires en première acquisition aux personnes qui vont avoir 50, 60 ans. Et parfois même des gens qui m'appellent pour rénover un bien qu'ils habitent depuis 30 ans et qu'ils ont envie de complètement renouveler parce que leurs goûts ont changé et puis leur structure familiale aussi. Les enfants sont partis. Donc voilà, c'est ça ma cible et vraiment sur de la réno. Trop Trop bien. chouette. Moi, j'ai une question. Donc, quand tu as démarré, en fait, comment tu as fait pour trouver tes premiers clients? Ouais. Du coup, pendant une année, j'ai travaillé pour une start-up parisienne qui n'existe plus aujourd'hui, qui mettait en relation des clients avec des archis par le biais de concours. Donc, c'était hyper mal payé, vraiment très, très mal payé. Si tu gagnais pas le concours, tu étais payé 2,50 € du mètre carré. Et si tu gagnais le concours, ouais, ça fait faire les gros yeux. Si tu gagnais le concours, tu étais payé 10 € du mètre carré. Donc, c'est très, très peu. Mais par contre, je crache pas du tout dessus parce que ça m'a permis en une année de faire une trentaine de projets, ce qui est énorme. Et aussi de passer au réel parce que quand on fait des études, on a un cahier des charges fictif, on n'a pas de client en face, il n'y a pas vraiment de budget en face, il n'y a pas de contraintes temporelles. Et ça m'a vraiment permis d'ancrer toutes les connaissances acquises au cours des études dans quelque chose de réel avec des enjeux différents que quand c'était client en direct. Donc Hmm. voilà. Et le fait que c'était des prestations très peu chères, il n'y avait pas les mêmes attentes en termes de qualité que quelqu'un qui va te contacter en direct. Donc même si je me reposais pas dessus, il y avait peut-être un niveau d'exigence, en tout cas en face, qui était chouette pour quelqu'un qui débute. Donc voilà, c'était très bien. Ok, donc ça t'a fait mettre le pied à l'étrier. Alors, Ouais. c'est hyper intéressant parce que donc, je fais le parallèle avec l'investissement immobilier. C'est que souvent, nous, on a des personnes qui viennent nous voir qui nous disent,
oui, les filles, je veux gagner 5 000 euros de revenus locatifs, de cash flow, 5 000 euros de bénéfices par mois et je veux investir dans un bien 1 million d'euros. On a toujours parfois ce type de personnes qui viennent à nous. Ouais. Pas toutes, hein, attention, pas toutes. Pas toutes. Non. Mais en tout cas, ça arrive et on leur dit waouh, 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 peut-être step by step. Et du coup, Ouais. c'est exactement ce que tu es en train de nous expliquer là, hein, c'est que tu as commencé peut-être petit, tu t'es dit, OK, je vais quand même pas gagner trop ma vie avec ça, mais ça va me permettre de mettre le pied à l'étrier. Et c'est ce qui t'a Ouais. permis de trouver quand même 30 projets, c'est énorme. Ouais, ouais, c'est vraiment énorme. Et puis, enfin, moi, je trouve que la gratuité, on n'en était pas de la gratuité, mais on était quand même pas loin. C'était une rémunération symbolique. Au départ, je pense que c'est pas du tout un problème. Je trouve que c'est OK de commencer avec ce genre de choses. Il faut juste pas du tout s'embourber là-dedans et savoir que c'est un passage. Mais ça permet aussi d'expérimenter et c'est hyper important. Et malgré tout, j'avais des petits projets en parallèle de connaissances, les parents d'amis, etc. Plus ces concours, j'en ai gagné quand même beaucoup. Donc la rémunération, elle était pourrie, mais pas extrêmement pourrie. J'avais l'ACRE, j'étais en micro. Du coup, j'ai réussi quand même à avoir une rémunération correcte la première année. Et ensuite, du coup, pour revenir à ta question, mes premiers clients en direct, il y en a qui sont encore mes clients aujourd'hui, 7 ans après, mais que j'avais rencontrés par le biais de cette plateforme, qui sont sur Lyon alors que j'étais à Paris à ce moment-là, et avec qui on fait des rénaux depuis 7 ans. Donc, il y a eu ça. Et puis après, la communication via les réseaux sociaux, la création d'un site internet. Voilà, je pense que c'est ce qui a amené les premiers projets. OK. Et tu nous as dit tout à l'heure en introduction, c'était en off, je pense que les auditeurs n'étaient pas là quand tu as parlé de ça. Tu as dit, j'organise aussi des événements à Lyon, c'est ce que j'ai entendu. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais. Alors ça, du coup, c'est quelque chose qui a 3 ans. L'idée, c'était, moi, les réseaux sociaux, ça m'a vraiment permis de sortir du côté hyper solitaire de l'indépendance, enfin des archis d'intérieur qui sont très souvent tout seuls chez eux. Ça m'a permis de connecter avec plein de monde et puis ça s'est juste lancé via une petite story Insta pour dire si jamais il y a du monde qui veut aller boire un coup, on peut se rencontrer. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi, ça a été repartagé. Donc le premier apéro, du coup, c'était en septembre il y a 3 ans et on était déjà une quarantaine. Et aujourd'hui, on est un peu plus de 100 sur le secteur de Lyon. Il y en a un peu qui viennent d'ailleurs, mais au max, c'est Grenoble et c'est très majoritairement le secteur lyonnais. Et l'idée, c'était vraiment, c'est quelque chose de très informel, de gratuit. Et voilà, c'était vraiment de se rencontrer, de créer du lien, de pouvoir s'épauler quand on a des problématiques et de comprendre aussi que je crois la notion de concurrence est pas du tout intéressante dans notre domaine et qu'il vaut mieux arriver à comprendre les singularités de chacune, puisqu'on est très, très majoritairement des femmes, et du coup d'arriver à travailler ensemble plutôt que de travailler les unes contre les autres. Et je pense que ça a servi à pas mal de monde, donc c'est un truc hyper chouette euh, qui dure depuis 3 ans du coup. Et Trop tu fais bien. ça à quelle fréquence? C'est très aléatoire, c'est très informel et très aléatoire. En ce moment, je suis en Ardèche, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais sinon, on essayait de faire ça toutes les 6 semaines environ. Là, en ce moment, c'est un peu plus dilaté, on va dire. Trop Et après, chouette. un canal de conversation aussi WhatsApp dans lequel on est plus de 100 personnes et qui fonctionne hyper bien. Il y a des interactions tous les jours. Ça peut être quand on rencontre une problématique, quelle qu'elle soit, fournisseur ou autre. Ça peut être aussi quand on a besoin de quelque chose d'hyper spécifique. C'est vraiment très bien. Je pense que c'est un outil qui est hyper important et qui sert à toutes très fréquemment, quoi. Bon, j'avais promis que j'allais pas mettre ma casquette de coach, mais là, je suis obligée. Je sais ce qu'elle va dire. Tu Allez. sais ce que je vais dire? Vas-y, Oui, vole-moi ma question pour voir si c'est vraiment ma question. pourquoi elle fait ça gratuitement? Ah, je l'aurais posé différemment, Non, mais mais oui, voilà. c'est dans l'idée. En fait, j'allais te dire, bon, je complète, c'est dans l'idée. Est-ce que tu as déjà réfléchi à en faire un business de cette communauté que tu as créée quand même en partant de zéro? Pas du tout. Enfin, c'est pas que j'ai pas réfléchi. J'ai réfléchi et c'est pas du tout une volonté que j'ai. Je trouve ça très bien. Le format me convient très bien. Le niveau d'engagement et de temps passé pour moi me convient très bien aussi parce que bah, j'ai deux, trois autres trucs à faire dans les journées de 24 heures. Par contre, j'ai un projet dont j'ai jamais parlé à personne, enfin pas dans un podcast en tout cas, mais bon, j'ai un projet qui naîtra peut-être un jour, qui commence à être dans ma tête depuis un peu trop longtemps, mais qui serait
un projet pour accompagner des archis et leur permettre de trouver leur singularité et de se placer dans un marché qui est hyper concurrentiel, mais voilà, en essayant de ne pas faire comme les autres, mais plutôt de trouver ce que ces personnes-là peuvent apporter sur le marché. Voilà. Très intéressant, merci pour ce que tu viens de dire, parce que c'était une de mes questions. Euh, Je trouve, et on se fait beaucoup solliciter nous aussi sur Investir comme elle sur le compte Insta, hein, et puis même en tant qu'investisseuse, qu'il y a énormément de archi slash, excuse-moi, décoratrices d'intérieur. Donc tu pourras Ouais, nous expliquer la différence. ouais. Et à chaque fois, je me dis, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment il y a eu un boom en fait au niveau de cette activité et qu'il y a beaucoup de femmes, hein, parce que comme tu dis, c'est majoritairement des femmes. Je pense qu'il doit y avoir un pourcentage hein, là-dessus, on doit pouvoir le retrouver. 95 ou quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Mm. Il y a Pas beaucoup en- de femmes qui se lancent dans l'activité et en fait qui n'arrivent pas à en vivre en fait. Et du coup, ce que Ouais. tu dis, ça m'interpelle parce que je me dis, tu parles de singularité, Se donc démarquer. voilà, se démarquer. Et toi aujourd'hui, comment tu fais en fait? C'est quoi ton secret? Je ne sais pas si j'ai un secret très très magique, en tout cas pas. Enfin, je pense que ce qui me sert, c'est d'être toujours alignée avec mes valeurs. Ça peut paraître un peu bateau comme ça, mais en tout cas, je ne suis jamais allée dans une direction parce qu'elle avait l'air hyper rentable ou parce qu'elle avait l'air d'avoir le vent en poupe. J'aime la proximité avec les clients, j'aime la nature et c'est un truc que je fais rentrer dans mes projets, mais parce que personnellement, ça me parle. Euh, je... je suis qui je suis depuis le départ. C'est pareil pour la communication, par exemple. Je parle avec pas mal d'archis, du coup, et il y en a qui me disent, mais t'es hyper régulière sur les réseaux, comment tu fais? Et c'est juste que j'aime ça. Et Mm. quand je teste d'autres choses que j'aime beaucoup moins, j'ai aucune régularité parce que ça m'intéresse pas, quoi. Donc je pense que rester, il y a c'est très intéressant parce que comme on est hyper nombreuses, il y a des profils qui sont mais à l'opposé total et qui fonctionnent pour autant hyper bien. Tu as des personnes qui vont être hyper carrées, hyper business, il faut avoir une vision hyper long terme. Moi, je suis très à suivre le flow, quoi. J'aime bien suivre ce que je sens et juste avancer comme ça. Et voilà, c'est pas la stratégie de tout le monde, mais moi, c'est la mienne et ça fonctionne bien depuis un moment, du coup. Trop chouette. Merci pour cette réponse. Bon, c'est des questions qui sont un peu business. On s'est un peu éloigné du sujet de l'investissement immobilier. Ce que je te propose, c'est que bah, tu puisses nous expliquer aussi ton parcours d'investisseuse, parce que tu as dit, j'ai commencé l'investissement il y a 2 ans. Donc, qu'est-ce que tu as fait? T'en es où? Oui, eh bien, ça faisait des années que j'avais envie d'investir. J'avais un petit blocage, en fait, qui s'est cristallisé autour d'une question. C'était est-ce que j'investis à Lyon ou est-ce que j'investis en Ardèche, qui est mon département d'origine, dans lequel est une partie de ma famille et auquel je suis extrêmement attachée. Question demeurée sans réponse pendant des années parce que j'étais pas du tout pragmatique. C'était très, je sais pas, émotionnel. Et puis, j'ai fait un coaching qui était sur du pro et du perso. La fin du coaching, c'était un exercice de visualisation, pardon. Et l'image qui m'est venue, c'était une maison au bord de la rivière. Ça, c'est mon objectif personnel de résidence Mhm. principale. Et la question, c'était est-ce que c'est du court terme ou pas? Et c'était pas du tout le sujet court terme. Donc, la question qui suit, c'est qu'est-ce que c'est du coup à court terme qui va te permettre d'atteindre cet objectif? Et donc, ça a été l'investissement immobilier qui pourra ensuite me servir de levier pour acheter une résidence principale. Et du coup, une fois que enfin, que cet élément était sorti et posé, une semaine après, je suis allée faire des visites en Ardèche parce que de manière pragmatique, c'était beaucoup plus rentable d'investir en Ardèche que d'investir à Lyon. J'ai visité 2 immeubles puisque quitte à commencer, autant se lancer dans un immeuble directement. Et donc, le premier que j'ai visité, c'est celui dans lequel je me trouve aujourd'hui. J'ai fait une offre dans la foulée qui a été refusée, mais j'ai eu une contre-offre et du coup j'ai acheté cet immeuble. Donc c'est un immeuble sur 4 niveaux. C'était un seul appartement, mais il n'était pas occupé depuis 10 ans. Il a été squatté. Au rez-de-chaussée, il y a un local commercial qui n'est pas occupé depuis un moment aussi. Et donc, il y avait des parties communes qui étaient structurées de manière à ce que ça puisse être très très facilement 3 appartements. Enfin, très facilement. On partait de 4 murs et un toit. Il n'y avait quand même rien à garder, en tout cas. Au niveau des planchers, ça pouvait devenir des appartements. Et donc voilà, du coup, ça fait 2 ans que je suis dessus parce que malgré le fait que je sois de la profession, je ne suis pas arrivée en Ardèche avec mon réseau et donc j'ai subi des artisans
de très mauvaise foi et avec des travaux de très mauvaise qualité parfois, ou alors très très lents. Et voilà, du coup, je suis encore sur cette réno, mais je suis quand même très heureuse d'avoir franchi le pas. Alors, il y a plein de trucs hyper intéressants dans ce que tu as dit, notamment sur les artisans, effectivement, comment trouver les artisans, etc. Moi, j'avais une question, alors sans te demander exactement le nom de la ville, c'est pas ça, mais est-ce que tu peux nous dire si tu investis dans une grande ville ou un moyenne ville ou petit village? La question, c'était par rapport à la proximité des artisans. Est-ce que les artisans sont loin ou pas du lieu où Ouais. tu as investi? Alors, en Ardèche, il n'y a pas de grande ville, Ouais, donc j'ai pas osé le dire, mais bon. dans une grande ville d'Ardèche, qui est équivalent à une très petite ville pour le reste de la France. Mais oui, du coup, les artisans sont dans le coin. Mais malgré la proximité de ma famille rénove avec ses petites mains et donc je n'avais aucun contact d'artisan par ce biais-là. Du coup, je suis allée chercher un petit peu toute seule et je ne savais pas vraiment comment faire. J'avais pas non plus de consoeurs qui étaient installés par ici, donc il fallait vraiment commencer à partir de rien. Et avec le recul, si je pouvais donner un conseil, j'ai trouvé un truc qui pourrait être assez pertinent, c'est d'aller voir des fournisseurs pros qui travaillent, eux, avec des artisans de manière récurrente, qui ont aussi potentiellement le retour de clients. Et c'est en allant voir ces fournisseurs-là qu'on en a discuté, je me suis dit que ça aurait pu être chouette. Super intéressant. Un très bon tips. Ouais, si, voilà, quand on n'a pas de réseau et pas de connaissances sur le secteur, ça peut être pas mal. Trop bien. Et du coup, ces lots, donc là, sont en cours de réno. Tu veux les exploiter comment? Est-ce que tu as une idée claire de ce que tu veux en faire? Ouais, juste un autre petit tip, et après je reviens là-dessus. Pour les artisans, un autre moyen qui peut être assez intéressant quand on voit dans le secteur géographique des établissements recevant du public type restaurant, bar qui ont été rénovés récemment, ça peut aussi être hyper intéressant d'aller voir ces personnes-là, puisque ça permet de voir par soi-même la qualité des finitions. Et en général, ben, ces personnes-là, elles vont pas rénover 12 restaurants dans la foulée, donc elles n'auront pas de problème à donner des recommandations. Et je pense que ça peut être très chouette aussi, ce genre d'approche-là. Très bon tips, ouais, carrément. Et du coup, pour l'exploitation, donc le projet de financement, il a été fait sur une exploitation en meublé, mais longue durée. Mais l'idée, dans un premier temps, c'est de faire de la courte durée. Ils sont meublés, ils seront tous meublés. Mais je vais commencer en courte durée. Mais les aléas font que je vais commencer en courte durée dans la période la plus creuse de l'année. Donc, on verra bien si je reste là-dessus ou pas. Parce que Ok. normalement, il aurait dû être fini au début de l'été de l'année dernière, donc 2023. Mm. Donc là, tu vas les démarrer quoi en décembre, janvier, février, par là? Par là. Je donne plus du tout de délai parce que ça fait 6 mois que j'y suis, moi, tous les jours, et que je fais les travaux, moi, tous les jours, sachant que je n'avais aucune compétence. Je sais concevoir, mais je ne savais pas du tout réaliser, donc j'apprends beaucoup. Mais du coup, la projection sur un planning, j'ai abandonné l'idée. Yes. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que tu m'as dit qu'en Ardèche, il n'y avait pas de grande ville, mais Oui, néanmoins, tu envisages d'exploiter en courte durée. Donc ça, c'est message pour tous nos auditeurs que la courte durée ne fonctionne pas que dans les grandes villes, mais ça ouais, fonctionne de partout en fonction des points d'intérêt. Enfin, c'est ouais. toi, c'est pour toi, sur ton secteur, c'est quoi ta cible en fait de voyageurs? Ben, ça va être, si ça marche à l'année, donc il faudra forcément tester, hein, il y a la théorie et la pratique. Si ça marche, on a vraiment 2 temps complètement différents dans le sud Ardèche, qui sont l'été et la périphérie de l'été, l'avant, l'après-saison. C'est extrêmement touristique parce qu'on a les gorges de l'Ardèche, la grotte Chauvet, enfin, il y a vraiment une grosse, grosse dynamique. Et ensuite, le département, enfin le sud du département, s'endort totalement pendant l'hiver. Mais comme je suis dans une ville où il y a quand même une activité économique, j'espère arriver à toucher des personnes qui viennent, qui sont de passage en semaine pour le travail. On a des entreprises, par exemple, il y a Melvita, c'est des cosmétiques biologiques qui sont connus au moins nationalement et qui drainent pas mal de monde par ici. Donc il peut y avoir ça. Et puis après, sur le week-end, il y a quand même du tourisme à l'année. Et c'est quelque chose qui essaie de se développer de plus en plus, mais avec une tension beaucoup moins forte qu'en été. Ok, trop bien. De toute façon, Ouais. le tout, c'est toujours pareil dans la location courte durée quand tu es dans des moyennes villes ou des petites villes, c'est que ta grosse saison te couvre la période hivernale et que
à la fin, quand tu fais ton bilan annuel, tu te rends compte que tu es toujours positif, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Je Moi, pense je vois qu'il beaucoup de personnes qui s'inquiètent aussi quand tu arrives à la période hivernale de se dire wow, wow, ça y est, j'arrête tout parce que j'ai plus de location. Alors qu'en fait, tu as fait t'as fait des super mois d'été et qu'en fait, ouais. c'est ça qui va te faire ton chiffre et qui va couvrir je dirais le manque, ouais, le pas de chiffre d'affaires ou peu de chiffre d'affaires que tu fais en hiver, quoi. Ouais, ouais, clairement. Ouais, Après, voilà, commencer en décembre, ce sera certainement pas le moment qui est le plus satisfaisant et où on se dit j'ai fait le bon choix, mais voilà, il faut effectivement le voir sur du plus long terme. Mm. de toute façon, ce qu'on dit en location courte durée, c'est qu'il faut au moins faire une année complète pour voir justement toutes les oscillations et tous les cycles qu'il peut y avoir et de se faire vraiment une idée au bout d'un an. Avant, c'est un peu prématuré, quoi. À l'inverse, si tu te dis, tu fais ton 6 mois, je sais pas, je vais te dire avril, mai, juin, juillet, août, septembre, tu dis, ouais, trop bien et tout. En fait, non, non, fais les 6 mois d'après et après, tu fais un bilan et on en reparle. Ouais. C'est Et je vrai que pense c'est qu'il y pas... aura un gros volet. Pardon. Vas-y. Pardon, vas-y, Marion. Non, je pense qu'il y aura un gros volet communication parce qu'on peut assez vite se reposer sur des plateformes comme Airbnb, par exemple. Mais il y a plein d'autres moyens, surtout que l'Ardèche, c'est quand même très rural et donc il y a quand même encore quelque chose qui est très humain. Et donc communiquer autour de soi, aller rencontrer des commerçants qui peuvent voir des touristes ou alors des restaurants qui vont nourrir tous les jours des ouvriers qui sont de passage, ça peut aussi être des moyens de créer un petit peu plus de visibilité et de toucher autrement que juste via une plateforme. Mm. Je pense qu'il y aura aussi ça pour le côté développement sur le reste de l'année. L'été, il n'y aura pas de problème, mais pour le reste, il y aura un peu plus d'efforts à fournir, je pense. Mm. Super intéressant, là, ce que tu dis. Un point d'attention particulier, c'est que quand tu lances un Airbnb, souvent tu vas par facilité, hein, et aussi pour démarrer ton business le plus rapidement possible sur les plateformes existantes, Airbnb, Booking. Tu as Abritel aussi, mais c'est pas ça forcément qui va te ramener le plus de chiffre d'affaires dans un premier temps. Euh, mais la dépendance à ces sites-là, elle est dangereuse dans le sens où si un jour Airbnb te vire, et c'est déjà arrivé, Mhm. bah, tu te retrouves sans cette plateforme et c'est souvent une plateforme qui te rapporte le plus, qui te rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, je trouve ça intéressant ce que tu dis de dire je vais apprendre à communiquer sur d'autres médias et d'avoir mes propres médias, d'autant plus que tu es en Ardèche et pour y aller un petit peu aussi sur des week-ends en Ardèche, parce que c'est pas très loin de Lyon quand même. Ouais. euh, Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une récurrence qui s'installe, notamment même pendant l'été. Moi, je sais que j'ai des potes, chaque année, ils retournent en famille au même endroit et en fait, ils passent plus par les plateformes, ils passent par un coup de fil. Allô Marion, l'année dernière, ça s'est bien passé. Est-ce que tu peux me booker l'année suivante, quoi? Ouais, clairement. Ça, je trouve que c'est vraiment la clé et c'est même le Graal pour un investisseur d'avoir une location d'une année sur l'autre, quoi. Ouais, Mm. ouais, ouais. C'est de la sécurité. Et puis un gage de réussite aussi, c'est que la proposition que tu as faite, elle a fonctionné, C'est ça, clairement. ouais. C'est créer de la récurrence. En fait, c'est savoir créer de la récurrence, donc finalement de la fidélisation Mhm. d'un côté et apporter du client neuf, on va dire, et que du coup, bah, les deux font que tu as une rentabilité qui soit sympa, quoi. Ok. Ouais. Donc, Marion, tu as fait cet investissement. C'est quoi tes prochains projets? Puisque tu me disais, voilà, je vais investir dans l'immobilier pour demain me payer la résidence principale de mes rêves. Est-ce que c'est toujours ta vision? Ouais, c'est toujours ma vision. Dans un premier temps, je pense que je vais me reposer parce que c'est très, très éprouvant, mais sans regret aucun. Mais c'est vraiment une période complexe, surtout quand on est entrepreneur un peu multicasquette. Du coup, le côté investissement plus gérer sa boîte avec 2 heures et demie de route d'écart, c'est quand même une sacrée expérience de vie. Du coup, je pense qu'il y aura le projet résidence principale, puisque même quand on fait des travaux le soir, on continue de chercher des biens. Donc, j'ai déjà quelque chose en vue, mais on verra comment ça se goupille. Mais en tout cas, c'est aussi quelque chose que j'ai débloqué dans mon esprit, puisque j'avais la petite croyance limitante de quand on achète une résidence oui, principale, pardon, on le fait à deux. Je ne suis plus deux depuis quelques temps, et je me suis dit que c'était quand même possible de le faire en solo, donc ça pourrait être une des prochaines étapes. Alors, je te confirme. Parce que j'ai eu la même chose que toi. Moi, je suis arrivée à Lyon en 2007, un truc comme ça.
euh, avec quelqu'un à l'époque. Et on avait pour projet effectivement d'investir à deux, etc. Et puis après, on s'est séparés. Et puis après, j'ai dit, mais ben, mon projet, c'était d'investir à deux. Donc, tu sais, il y a le temps que ton cerveau il fasse. Eh ben tant pis. Et puis ça s'est pas passé comme je pensais, ça s'est passé différemment. Et finalement, j'ai acheté ma résidence principale en 2009. Donc mon tout premier investissement toute seule. Je t'avoue que j'étais, j'étais flippée parce que je me suis dit, ouais, à deux, tu peux en parler le soir, tu vois, enfin, je sais pas, il y a un petit côté rassurant, j'en sais rien. Et finalement, ben, ça se fait. Donc, Ouais. ouais, ouais, je te confirme. Merci. Mais je pense que c'est bien aussi, enfin moi, cette expérience-là d'investissement, et puis je pense que c'est bien de désacraliser juste le binôme couple, parce qu'en fait, il y en a plein d'autres de manières d'être avec des gens. Moi, j'avais une image au départ enfin quand j'ai su que j'allais devoir venir faire des travaux, je me suis vue toute seule au milieu d'un des appartes, mais vraiment avec rien et tout à faire. Et je me suis dit, putain, comment je vais faire? Je suis toute seule, quoi. Je sais rien faire. Et en fait, ce jour n'est jamais arrivé parce que j'ai commencé les travaux avec des amis. Ensuite, d'autres amis, d'autres amis, d'autres amis sont venus. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'aide au départ et ça m'a donné une impulsion de fou. J'ai appris plein de choses parce qu'ils venaient tous avec leurs compétences. Et le moment où je me suis retrouvée toute seule dans un des appartements, c'est quand celui dans lequel je suis aujourd'hui était fini et que je me suis assise sur le canapé. Je me suis dit, waouh, on a réussi à faire tout ça, quoi. Mais grâce à plein de gens que j'avais vraiment pas toujours imaginé, quoi. Il y a des gens qui sont venus pendant plusieurs jours et j'aurais jamais soupçonné qu'ils feraient le déplacement et qu'ils mettraient autant d'énergie dans ce projet. Et du coup, ça me fait des frissons parce que c'est trop beau. L'humain, ça peut être vraiment magnifique. Mais voilà, du coup, je sais que même si je me relance dans un projet, je compte pas tous les exploiter ad vitam aeternam, mais j'en ai deux, trois qui reviendront, donc c'est chouette. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que donc en fait, tes potes, tes amis, tes connaissances qui t'ont donné de l'énergie. Maintenant, effectivement, si tu veux rentrer dans une dynamique d'investissement, tu peux pas non plus te dire à chaque fois que je fais un projet, je mets 2, 3, 4 ans à faire le projet, tu vois. Ouais. C'est totalement OK si tu prends le temps de faire des choses. Et souvent, on parle d'autoconstruction. Bah, c'est typiquement ce que tu as fait, hein. Enfin, auto-rénovation, si je peux appeler ça comme ça. Euh, Ouais. mais c'est vrai que si tu veux enchaîner les investissements, c'est juste pas possible. Tu vois, tu peux pas dire, bon, j'attends mon pote qui arrive dans 2 semaines parce que là, il est en vacances avec ses gamins. Tu vois, ça marche pas, quoi. Mais en tout cas, c'est une belle leçon et je suis d'accord avec toi. L'humain peut avoir de très belles valeurs et ça fait du bien quand tu vois qu'elles sont encore là. Mais ouais, c'était pas que des amis, c'était des partenaires pros, c'était une ancienne stagiaire d'il y a des années. Enfin, c'était fou, vraiment. Trop Donc, chouette. Le réseau, le réseau. Ok. Bon, j'ai quand même une dernière question parce que, alors, on va faire parler un petit peu l'ego, hein, juste parce que c'est cool. Euh, le titre de ton intervention, c'était quand même Marion, architecte. Je dis pas d'intérieur du coup. si, Si. Donc ça se Marion, fait. Comme- architecte d'intérieur. Je Oui, vois oui, que fais-le. Parce Marion. qu'après, c'est tout un ordre qui va nous taper sur les doigts. Donc, Ok, ok, ok. Alors, Marion, architecte d'intérieur, de 0 à 110 projets quand même. Donc aujourd'hui, t'as quel âge? 31 ans. 31 ans. Donc t'es jeune en fait et du coup, t'as déjà fait 110 projets, ce que plein d'autres archis rêveraient de faire. Qu'est-ce que tu donnerais peut-être comme conseil à une personne qui se lance dans une activité comme la tienne, du coup? Je pense que je reviendrai sur ce que j'ai dit tout à l'heure, vraiment je pense que de toute manière, le challenge entrepreneurial, c'est toujours d'apprendre à se connaître. C'est un petit peu tous les jours quelque chose qui revient. Je pense que c'est un travail qu'il faut faire pour arriver à comprendre ce qu'on va apporter en tant que personne, en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise, en tout cas. Quelles sont les singularités qu'on peut mettre au service de notre entreprise. Euh, Moi, je sais qu'il y a des choses que je serais incapable de faire. J'ai pas du tout une approche très commerciale et très business. Enfin, je sais pas rentrer dans les masques sociaux, je sais pas faire. Je sais pas enfiler un tailleur et être une autre personne. C'est mon parti pris. Il y a d'autres gens qui le font très très bien. Et on pourrait croire que ça marche pas. Et finalement, ça m'a permis de connecter hyper bien avec beaucoup de clients. Donc, je pense qu'il faut travailler là-dessus et vraiment pas essayer de faire comme les autres, même si on est toujours influencé, mais vraiment faire quelque chose qui est aligné avec soi. Et ce que je disais aussi tout à l'heure par rapport à Instagram, trop cool d'avoir plein de followers, machin, on s'en fout en fait. Si t'es pas à l'aise avec les réseaux sociaux, va pas sur les réseaux sociaux, il y a plein d'autres moyens d'avoir des clients. Moi, les réseaux, les BNI, les choses comme ça, c'est des choses avec lesquelles je suis hyper mal à l'aise, mais peut-être que ça fonctionne
très bien pour d'autres personnes. Moi, ça me convient pas. Donc, chacun doit aller dans la direction qu'il sent. Enfin, en tout cas, doit, je sais pas, mais aurait tout intérêt à. Et je pense que ça peut amener, c'est pas forcément amener loin et finalement, c'est pas trop le chiffre qui compte, mais en tout cas, se sentir bien dans son entreprise et juste être méga aligné, quoi, se lever tous les matins et être content parce que la direction qu'on a prise, c'est celle qu'on devait prendre et pas celle qu'on nous a soufflé. Voilà. C'est un peu le point final là quand même, hein. Rien d'autre à ajouter. Tu as une très belle diction. Je sais pas si on te l'a déjà dit. Mes amis archi du réseau archi me l'ont dit. J'aime bien les mots. Ça se voit, ça se voit, ça s'entend. Euh, j'ai une dernière question, archi dernière. Non, mais parce qu'en fait, dans ta manière de t'exprimer, je me dis, t'es forcément une personne qui a travaillé sur toi. Euh, Mhm. comment tu as fait pour enrichir, du moins pour... tu as fait du développement personnel, quoi. Tu as travaillé sur toi, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu as fait Mhm. concrètement? Ce que j'ai fait concrètement en numéro un, entre la licence et le master en archi, je suis partie, j'ai fait une césure libre. On avait cette opportunité incroyable. Donc, on n'était pas forcé de faire des stages en archi. J'ai pris mon sac à dos et je suis partie en Amérique latine pendant 7 mois, avec pas d'autre projet que d'avoir un sac sur le dos et de découvrir. Donc, c'était une expérience humaine fantastique. J'étais jeune, du coup. Quel âge j'avais? Peut-être 20 ans. Ouais, 20 ans, 21 ans. Ça m'a permis plein de choses. Ça m'a permis de me rendre compte de qui j'étais en dehors de tout ce qu'on projetait sur moi, puisqu'on est dans un cadre totalement inconnu et personne ne nous renvoie quoi que ce soit d'autre. Et puis tous les jours, ça change. Donc en fait, on se redécouvre un petit peu tous les jours. C'est aussi des temps en dehors de tout où on a beaucoup d'opportunités de se connaître. C'est aussi enfin, c'est 7 mois de changement de zone de confort permanent. On part dans une direction, on ne sait pas par quel moyen on va y arriver, on ne sait pas si on va y arriver, on ne sait pas si le logement qu'on a réservé ou pas réservé existe. On ne sait pas si les gens avec qui on commence à voyager pour quelques jours vont être des gens avec qui ça va matcher. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui permettent de se rencontrer. Et puis après, j'ai travaillé pendant 4 ans en archi d'intérieur avec une entreprise avec qui ça s'est extrêmement mal passé. Euh, Ça a été hyper compliqué émotionnellement à gérer. Et donc, je me suis fait accompagner par une coach qui s'appelle Vanessa de Matos et qui est dans le secteur de Lyon, qui est une coach fantastique, qui vient du domaine RH à la base. Donc, il y a un côté très pragmatique et qui est aussi quelqu'un de très spirituel. Et j'ai adoré l'approche. J'avais déjà testé d'aller voir des psys et j'aimais pas du tout C'était pas du tout proactif. Parler, bon, il y a des copains pour ça. Enfin, j'ai l'impression qu'on peut parler à des gens facilement, mais elle venait vraiment réinterroger plein de choses sans poser de jugement. Et du coup, elle m'a donné plein de clés et elle m'a amené beaucoup d'autonomie sur ces sujets-là. J'avais pas du tout envie d'être dépendante de quelqu'un et de faire une thérapie de 25 ans. Donc, elle m'a aidé beaucoup à me connaître. Après, je lis, je fais plein de choses pour travailler là-dessus. Et puis, je suis quelqu'un de très introverti. Je croyais avant qu'introverti, c'est quelqu'un qui regarde ses pieds et qui reste dans le coin quand il y a une salle bondée de gens. Mais en fait, les introvertis, a priori, c'est plutôt les gens qui se ressourcent quand ils sont tout seuls et qui ont besoin de pas mal de solitude. Et je pense que ça permet pas mal de cogiter et de se connaître. Mais en tout cas, je pense que pour n'importe qui, c'est juste extrêmement important. Introverti, extraverti, peu importe. Se connaître, ça permet tellement de prendre des bonnes décisions dans sa vie. Après, c'est tout fluide, quoi. Eh ben, je pense que là, c'est le vrai point final, hein. C'est bien parce que tu nous ramènes aussi dans l'authenticité, Mhm. dans ce que tu dis. C'est hyper agréable. Donc, merci pour cette interview. Euh, Ben, merci. Coco, tu souhaites ajouter quelque chose? Tu t'es laissé transporter toi aussi? Ouais, ben, voyage introverti, ça me parle bien. Donc non, non, ouais, c'est vrai que c'est très très agréable de t'écouter, effectivement. Vraiment. Merci beaucoup. On va clôturer cette interview par comment on te retrouve, Marion. Est-ce que s'il y a des auditeurs là qui souhaitent parler avec toi, connecter avec toi, comment il faut? Ouais, du coup, on peut me retrouver facilement sur Instagram. Le nom de mon compte, c'est marion.galine.agence.
J'ai aussi un compte pour suivre ma rénovation qui s'appelle ancrage.lesparenthèses. Et voilà, le meilleur moyen de me contacter, c'est via Instagram. Et il ne faut pas hésiter, je suis accessible. Eh bien, super. Merci à toi et encore merci pour les auditeurs de nous avoir écoutés sur cette interview. Et je vous dis à très, très vite. Ciao, ciao. Merci beaucoup, Marion. Ciao, ciao. À bientôt.